Très heureuse de vous retrouver encore ce dimanche, mesdames et messieurs. Je suis doublement heureuse parce que je reçois une dame. Ça fait vraiment longtemps que je reçois des dames sur cette émission, donc le plaisir est 2 fois plus. Je reçois une intelligence, une compétence de mon pays, comme j'aime à le dire, et j'assume. Je reçois donc Élysée Dimandja, personnalité politique féminine de l'opposition, membre de la plateforme Le Front des démocrates. Très heureuse de vous retrouver, Madame Élysée Dimandja. Le plaisir est partagé. Mais ça fait longtemps que vous avez fait un blackout dans les médias. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez où? On n'entendait plus parler de vous depuis un certain temps. J'étais absente du pays pour des raisons d'études. J'ai voulu me former davantage et je fais un déplacement vers le Canada où je suis en train de faire mes études en développement organisationnel et coaching. Donc, je les approfondis. J'avais déjà commencé ici sur place et je suis en train de terminer là-bas. Mais en même temps, je suis allée rester aussi avec mon mari parce que, comme vous le savez, il est au Canada depuis des années et chaque fois, je faisais du va-et-vient. Cette fois-ci, j'ai dit que je reste un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps, ok. Ouais. La famille avant tout, hein, de toutes les façons. Être femme et mère et politique, les femmes doivent toujours faire 2 fois le travail. Alors, est-ce que c'est pas le dialogue qui vous a attiré encore cette fois-ci? Parce que vous êtes là au dialogue. Oui, je suis au dialogue, mais je ne suis pas venue essentiellement pour les dialogues. Je suis venue parce que, comme vous le savez, j'ai été victime d'une destruction méchante et illégale et arbitraire. Je me rappelle. Voilà. Et le Donc, dossier, comment il suit son cours en justice et je suis venue me rendre compte de l'évolution de ces dossiers. Je devais me concerter avec mes avocats et évaluer l'évolution de ces dossiers-là. Et donc, le dialogue m'a trouvé là et j'ai été invitée. Voilà, donc avant que nous entrions dans la rétrospective proprement dite, nous allons parler un peu de cette plateforme, le Front des démocrates. Il y a tellement de partis politiques, il y a tellement de plateformes. Quelle est votre vision dans cette plateforme? Quel est votre projet de société? Ça regroupe quels partis? Vous êtes de quelle tendance? Pour expliciter un peu à cette population qui vous Il y a suit. plusieurs partis qui sont membres de cette plateforme et qui est, évidemment, comme vous venez de le dire, qui vient de naître, mais ça fait quand même un bon bout de temps, plus d'une année qu'elle est là. Et sa vision, c'est vraiment la défense de la démocratie, l'alternance politique par la voie des élections et aussi le développement du pays, la bonne gouvernance, le respect des droits humains. Voilà un peu ramasser notre vision. J'en fais partie, même quand j'étais au Canada, j'ai échangé avec mes pairs de la plateforme. C'est ainsi que, une fois ici au pays, ils ont souhaité que je sois à leur côté au dialogue national inclusif. Et cette plateforme est dirigée par l'honorable Jean-Lucien Boussa. Ah, ok. Donc, nous entrons donc directement dans la rétrospective. Nous prenons le premier dossier. Le premier dossier, c'est le dialogue, comme vous le savez. On ne peut ne pas ouvrir cette rétro par le dialogue. Et nous commençons par l'audience qu'a accordée Monsieur Kodjo, Edem Kodjo aux ambassadeurs. L'audience du facilitateur encore avec la SENCO et l'église protestante, l'ECC. Et évidemment, la reprise de ce dialogue, comme vous le savez, on l'avait suspendu à un moment vu les événements. Et ça a repris incessamment. Et je crois que ça va continuer pour atterrir en douceur. Et ce premier condensé, nous vous le proposons en image. Au regard de l'interprétation que la presse donne à sa suspension aux travaux du dialogue, la SENCO a été contrainte de s'expliquer aux facilitateurs, d'où le sens de cette audience. On est venu dire aux facilitateurs qu'on n'a pas jeté de discrédit sur le dialogue de la cité Louia, mais l'Église a estimé important, nécessaire de suspendre sa passion. On est là, mais en train de travailler. C'est pour le rassurer que l'objectif, c'est considérer le travail des uns des autres. Rassurer la facilitation sans pour autant lever la mesure, de quoi fragiliser encore un peu plus l'inclusivité du dialogue mis en place à la Cité de l'Union africaine. À ces sujets, les évêques sont catégoriques. On ne parlez pas de l'inclusivité quand vous avez vous-même été témoin de ce qui est arrivé le 19 et le 20. La nécessité de cette inclusivité va pousser les princes de l'Église à multiplier des rencontres avec les absents et les premiers contacts, notamment avec le rassemblement, sont plutôt de bon augure. Il n'est pas fermé au dialogue. Les évêques l'ont encouragé. Il a annoncé qu'après le deuil, il y aura un conclave de rassemblement à l'issue duquel il y aura un cahier de charges
Voilà donc un élément qui rassure et il n'est pas fermé à une jonction avec les travaux qui sortiraient de la cité Loïa. Ce mardi, d'autres chefs des confessions religieuses ont été reçus par Kodjo. Ces derniers se disent disposés à apporter leur expertise dans la résolution de la crise en RDC. Autour du facilitateur du dialogue politique national, quelques ambassadeurs, un échantillon de la communauté internationale qui a tenu à exprimer à Edem Kodjo sa préoccupation majeure. L'importance pour les membres de cette délégation, je pense qu'ils représentent bien la communauté internationale, l'importance étant de s'assurer qu'on ait un consensus le plus large possible qui puisse mener à la tenue d'élections crédibles et transparentes dans les meilleurs délais et dans le respect à la fois de la Constitution et la volonté de la population. On a félicité le facilitateur pour le travail réalisé sur la colline et évidemment, l'encourage à mener à bout ce travail, mais on a partagé un peu cette préoccupation quant à l'inclusivité qui reste un problème, qu'on n'a peut-être pas encore la masse critique. La recherche de l'inclusivité a poussé ces diplomates à initier plusieurs rencontres avec certains partis absents du dialogue, notamment le Rassemblement. Les résultats de ces discussions ont été communiqués aux facilitateurs lors de ces échanges, des entretiens qui ont pu également tabler sur les prochaines étapes de l'après-dialogue. Mais avant, cette équipe d'ambassadeurs avait tenu à rappeler quelques fondamentaux au regard de la tension qui a prévalu au pays la semaine dernière. La condamnation de la violence, l'importance d'amener à justice les responsables, l'aspect quand même universel, comme droit universel de la manifestation pacifique. En attendant, les travaux du dialogue sont dans un statu quo. L'ensemble joué aux prolongations, ce qui fait dire à certains que ces assises sont entrées dans une zone de turbulence dont l'issue est tributaire de ce que les uns et les autres sont prêts à concéder. Cité de l'Union africaine, c'est la reprise des travaux du dialogue politique, une continuité de ce qui a déjà été fait jusque-là. Et contrairement à la toute dernière plénière, ce vendredi, c'est les délégués des 3 composantes qui ont réussi de leur présence, à l'exception de représentants de la SENCO et du porte-parole de la société civile, dont l'absence, au bien que remarquable, n'a pas empêché le déroulement de travaux de ces jours, somme toute consacrés à l'examen des différents rapports de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile, reprenant leurs avis et considérations sur le projet d'accord politique devant sanctionner le forum. À la majorité présidentielle, l'on se veut optimiste pour l'harmonisation des divergences. Les 3 parties prenantes ont émis leurs observations et remarques sous forme de rapports. Donc les 3 rapports ont été remis aux facilitateurs au plus tard hier. L'équipe du facilitateur va travailler déjà cet après-midi pour acter les convergences à travers ces 3 rapports et puis relever les divergences. À l'opposition, par contre, l'on exige un rapport complet des engagements fermes des uns et des autres. L'accord politique, c'est le couronnement de tout. L'accord politique, ça signifie quand on s'est mis d'accord sur le fichier électoral, on s'est mis d'accord sur la séquence des élections. Les 2 grands points qui restent, c'est le calendrier avec des dates précises, un calendrier acceptable. La dernière, c'est que dans l'accord, les dispositions qui seront mentionnées doivent montrer que et le président de la République, et les gouvernements, et les gens qui sont au dialogue s'engagent à respecter la Constitution dans son intégrité. On n'y touchera pas pendant la période intérimaire et qu'il n'y aura pas de référendum. En d'autres termes, ça signifie qu'à l'issue de cette période intérimaire, le peuple attend l'alternance au pouvoir. Voilà. Et là, l'accord sera complet. Mais en attendant, le président de la CENI va encore revenir pour éclairer la lanterne des participants s'agissant de certaines dates
liées au processus électoral. Le rendez-vous est donc fixé pour ce samedi entre Corneille Nangaa et tous les délégués au dialogue national à la Cité de l'Union africaine. Merci à toi, Élisée Odia, et rétablis-toi vite, car on a besoin de toi pour de tels reportages. Et journaliste en action te souhaite en plus un bon rétablissement. Madame Élisée Dimondja, la toute première question, vous êtes femme, c'est vrai qu'on avait vu les femmes se lever pour demander une représentativité. Ça a été résolu, ce problème de représentativité de la femme à ce dialogue? Je ne dirais pas à 100% et même pas à 50%, mais au moins les efforts ont été faits pour que les femmes soient présentes à ces dialogues. Et j'apprécie ici les facilitateurs lui-même qui a daigné dans ce quota lui allouer, donner des places supplémentaires aux femmes encore afin qu'elles soient présentes à ces dialogues. Et du côté des composantes, il y a eu des efforts qui ont été faits aussi, de part et d'autre. On note quand même la présence des femmes. Elles jouent amplement leur rôle. C'est pas, permettez l'expression, ce ne sont pas des ornements au dialogue, hein, parce qu'on se plaint souvent que les femmes sont là simplement, mais... Je l'espère, mais je ne peux parler que pour ce qui concerne ma composante. Là où vraiment nous avons joué un rôle très déterminant, on n'est pas des figurants. Moi-même, j'ai été désignée par mes pairs, les hommes du reste, qui sont majoritaires dans cette composante, comme co-modératrice de la commission élection, une commission très sensible, la commission qui a été à la base de toutes les crises, permettez-moi l'expression, entre guillemets, à ces dialogues-là, mais aussi la commission qui a fait un travail fantastique qui nous a permis d'avancer pour espérer atterrir avec ces dialogues au profit de la paix dans notre pays, de la démocratie et surtout de l'alternance politique dans la paix. Au profit de la paix, je vais y revenir, mais prenons le tout premier problème, c'est l'inclusivité. Vous vous dites que ce dialogue est inclusif. Vous avez suivi les ambassadeurs qui se plaignent, ils disent que ce n'est pas inclusif. La Sankomellement, ce n'est pas inclusif. Le rassemblement est dehors, le G7 est dehors, il y a une grande frange de l'opposition qui est dehors, et vous nous dites que c'est inclusif. Quels sont les éléments qui prouvent que ce dialogue est inclusif? Il y a deux aspects qui prouvent que ce dialogue est inclusif. D'abord, il y a toutes les couches de la société qui sont représentées à ces dialogues. L'inclusivité ne veut pas dire que tout le monde doit être là. Parce que ce ne serait pas possible de toutes les façons de contenir tout le monde au dialogue à la Cité de l'Union africaine. Les uns diront toujours que nous sommes restés marginalisés, nous sommes dehors, on ne nous a pas pris en compte. Mais je pense que le rassemblement, le G7, l'opposition extra-parlementaire, ça compte, comme vous avez vu, ce qu'ils ont fait le 19 et le 20, donc ils pèsent dans ce pays. Je fais partie de l'opposition extra-parlementaire, madame. Je ne suis pas au Parlement. Okay. Et je suis là. C'est déjà une inclusivité. La société civile est là. La majorité est là. Les personnalités sont là. L'opposition est là, qui n'est pas la moindre, madame. Elle représente une frange importante aussi de la population. La preuve, quand elle parle, elle s'est fait écouter aussi. Elle s'est fait entendre aussi. Après les événements du 19 et du 20, aujourd'hui, la population dit, nous regardons cette opposition-là. Donc, si elle n'était pas représentative, la population n'aurait pas eu cette réaction-là. Ça, c'est de un. De deux, le dialogue est inclusif au regard de l'objet même du dialogue, la matière qui est traitée dans le dialogue. Qu'est-ce que nous sommes allés faire au dialogue? Pourquoi nous sommes allés au dialogue? Nous sommes allés au dialogue parce qu'il y a une crise, madame. Et la crise qui est née du fait de la non-organisation des élections présidentielles à la date constitutionnelle, qui a amené aux violences du 19 et du 20, que nous déplorons. Mais il faut trouver une solution à cette crise-là. Quels sont les éléments qui nous permettent de trouver une solution à cette crise-là? Un, nous avons la Constitution qui ne doit pas être violée. Nous en avons parlé à ces dialogues-là. Et il est clair, les uns et les autres sont d'accord de respecter la Constitution. Et donc, il n'y aura pas de troisième mandat pour le président Kabila. Et il n'y aura pas de tripatouillage de la Constitution pendant la période. Mais le délai ne sera pas respecté. Corneille Nangaa l'a dit tout à l'heure. Les élections, c'est en novembre, ou si je ne me trompe pas des dates, mais c'est en 2018. Oui. Donc la Constitution est déjà violée. Ça, c'est la position de Corneille Nangaa. Mais il est clair aussi que les élections ne pouvaient pas se tenir le 19 septembre. C'est pourquoi nous sommes au dialogue. Si les élections pouvaient se tenir au 19 septembre, pourquoi serions-nous au dialogue?
Nous sommes allés parce que, et ceux qui sont dehors, et nous qui sommes à l'intérieur, nous savions tous qu'il n'y aura pas les élections le 19 septembre. Donc l'opposition, soyons clairs, la période est très sensible, nous n'avons pas parlé à cette population. Donc le rassemblement, le geste, ils savent que les élections ne se tiendront pas dans les dates. Et pourquoi ils le disent? Pourquoi ils réclament cela? Parce qu'ils savent que c'est impossible. Donc ils trompent la population. Il faut leur poser la question parce que nous étions à la CENI avec eux lorsque nous avons demandé la refonte totale du fichier. Madame, il faut être honnête, il faut être conséquent et responsable. Nous devons être des hommes d'État. Lorsque nous demandons quelque chose, nous devons assumer les conséquences de cette chose-là. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Nous avons demandé la réforme du fichier. Et la réforme du fichier nous amenait déjà au-delà du 19 septembre. Donc nous savions qu'il n'y aurait pas des élections. En refusant le fichier de 2006, de 2011, en refusant la révision partielle, la réforme qui s'imposait à nous, nous amenait au-delà du 19 septembre. Nous savions. Est-ce qu'il fallait amener les gens dans la rue qu'ils meurent pour ça, alors que nous le savions? Je ne sais pas. C'est ça aimer le peuple? C'est ça être du côté du peuple? C'est ça être homme d'État, être responsable? Je ne sais pas. Vous allez y répondre, madame, pour m'aider à comprendre cela, parce que je ne les comprends pas sincèrement. Deuxième chose, nous avons parlé clairement de la séquence des élections à ces dialogues, en commençant par les présidentielles qui posent problème. Parce que tout le monde veut qu'il y ait l'alternance dans notre pays et l'alternance au niveau du sommet de l'État en premier lieu. Les gens ne sont pas allés dans la rue parce qu'on n'a pas voté les chefs des quartiers, les bourgmestres et encore moins les sénateurs qui sont là depuis 10 ans. Mais c'est parce qu'on n'a pas respecté les calendriers en ce qui concerne les élections présidentielles. Donc nous avons dit, si nous voulons résoudre cette crise-là, il faut commencer par régler la question de l'organisation très rapidement, dans un délai très court, des élections présidentielles. Nous en avons parlé. Nous avons choisi... La solution a été trouvée, le consensus a été... Le consensus a été trouvé. Donc, on commence par les présidentielles, couplées aux législatives et aux provinciales, pour lesquelles d'ailleurs on avait déjà collecté les candidatures. Donc, on continue les chemins qui étaient déjà amorcés. Troisième chose, nous sommes en train de parler du calendrier. Si avec tous les agrégats qu'a donné Nanga aujourd'hui, tous ces chiffres-là, on a l'impression que c'est presque réalisable. Non, c'était important que les présidents de la CENI viennent nous parler de cela, madame. Et c'est nous, l'opposition, qui avait demandé ça. Dans ma commission, la majorité n'en voulait pas. Ils m'ont dit que c'était, madame Dimanche, c'est irréaliste, le dialogue va se terminer dans 2 jours, la CENI ne pourra pas venir nous présenter. Nous avons dit, pour nous, l'opposition, la CENI doit venir nous parler. Et c'est à partir de ça que nous allons lever des options. Parce que nous ne pouvons pas partir du vide. Il y a une autorité qui est établie pour organiser les élections, elle doit venir nous dire. Pourquoi les élections n'ont pas été organisées? Que faut-il faire pour qu'on ait les élections dans un bref délai et qu'on évite les chaos dans le pays? Finalement, je vais terminer. Finalement, la CENI est venue nous présenter. Ça, c'est la position de la CENI. Mais nous, c'est encore à débattre. C'est à débattre. Évidemment. C'est pas parole d'évangile, c'est pas parole de la Bible. 14 jours, nous avons rejeté la proposition de la CENI. Donc, le dialogue aussi a glissé. Vous n'allez pas respecter le délai prévu de 14 jours. Madame, nous sommes en train de chercher des solutions et tant que nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, nous allons continuer à parler. À moins que nous choisissons la voie de l'insurrection, la voie de la rue. Et vous avez vu ce que ça a donné les 19 et le 20. Mais est-ce que Kabila est parti pour autant? Quand vous parlez de la rue, c'est vrai que nous revenons, mais manifester, c'est un droit constitutionnel. Quand même, ce peuple a le droit aussi de donner son opinion. Est-ce que ce peuple est si manipulable? Pour vous, ceux qui sont descendus dans la rue, sont-ils, je ne sais pas si c'est vrai que Vital Kamerhe l'a dit, sont-ils des drogués? Sont-ils des gens qui ne réfléchissent pas? Ou sont-ils aussi manipulables, ce peuple-là? Non, madame, ce n'est pas ce que nous avons dit à l'opposition, et encore moins le président Vital Kamerhe. Elle n'a pas dit ça. Si vous l'avez suivi, il a été clair, il a dit, les gens sont morts les 19 et les 20 pour défendre la démocratie dans notre pays, pour défendre l'alternance politique démocratique, pour défendre la constitution dans notre pays. Et il y en a qui sont morts aussi pour défendre l'ordre public, dans l'exercice de leur métier, les policiers qui sont tombés sous les coups des manifestants. Ce que nous disons, manifester, c'est bien. Mais nous devons manifester pacifiquement et positivement pour obtenir gain de cause. C'est très important, madame. Si nous manifestons sans savoir ce que nous voulons avoir après cette manifestation-là, ça c'est envoyer les gens à la mort inutilement. Madame Élisée Dimanja, vous avez relevé un point bien déterminé, vous y allez là-bas, c'est
par rapport à l'élection présidentielle, surtout. Hein. Exactement. Quelles sont les garanties, Madame Élisée Dimandja, que le président Kabila ne se représentera pas pour un troisième mandat? Les exemples sont légion en Afrique. Denis Sassou Nguesso l'a fait. Au Rwanda, on l'a fait. Au Burundi, on l'a fait. Au Tchad, mêmement. Alors, quelle est cette garantie que vous allez dire aujourd'hui que non, le président Kabila n'aura pas ce troisième mandat? Parce que ne tournons pas autour du pot, c'est ça en fait, ça. Le nœud du problème. Non, vous avez raison, madame. Nous, notre garantie, c'est le peuple congolais. Notre garantie, c'est les acteurs politiques que nous sommes. Nous devons être responsables et conséquents. Nous devons être des hommes d'État. Nous ne devons pas dire une chose aujourd'hui et demain nous changeons. Notre garantie, c'est la résolution 2277 des Nations Unies qui est tirée sur les chapitres 7 des Nations Unies qui autorise les Nations Unies d'utiliser la force en cas de non-respect de ce que nous allons convenir ensemble. Ça, c'est notre garantie. Quitte à nous maintenant, le moment venu, si M. Kabila ne respecte pas les résolutions du dialogue, de faire actionner les mécanismes des Nations Unies qui l'autorisent à utiliser la force pour faire respecter les résolutions. Voilà. Nous continuons, nous allons y revenir. Mesdames et messieurs, prenons le deuxième volet. Comme vous le savez, le président Joseph Kabila, notre chef de l'État, a été reçu par le pape, le président du Vatican aussi, donc entre homologues. Il a été reçu cette semaine à Rome. Et évidemment, la réaction de Lambert Mende par rapport à un rapport des États-Unis. Comme vous le savez, il y a une certaine psychose, entre guillemets. Aujourd'hui, on est en train de lire que les ambassades sont en train de demander, les ambassades ou les chancelleries occidentales sont en train de demander à leurs ressortissants de quitter le pays, les Américains, les Canadiens, les Français, les Belges, on ne sait pas pourquoi. Et bien, Lambert Mende, la bouche autorisée du gouvernement, a réagi. Plus de détails dans ce condensé. Joseph Kabila au Saint-Siège. Le président de la République, à la tête d'une forte délégation composée notamment du ministre des Affaires étrangères, celui de la Justice, de son directeur de cabinet pour ne citer que cela, a été reçu en audience par le pape François Ier. Au cours de ces entretiens qualifiés de cordiaux, les deux personnalités sont revenues sur les relations positives qui caractérisent la RDC et le Vatican, en rappelant l'apport considérable de l'Église catholique à la vie de la nation à travers ses institutions éducatives, sociales et sanitaires, bref, l'engagement de l'Église en faveur du développement et de la réduction de la pauvreté. C'est dans ce contexte que les deux parties vont exprimer leur satisfaction s'agissant de la signature de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la RDC le 20 mai dernier. Actualité oblige, Kabila et François Ier vont accorder une attention particulière à la situation politique au pays sur fond des affrontements qui ont eu lieu à Kinshasa en début de la semaine dernière. C'est dans ce sens que les deux personnalités vont souligner l'importance d'une collaboration entre acteurs politiques, représentants de la société civile et des communautés religieuses en faveur du bien commun à travers un dialogue respectueux et inclusif pour la stabilité et la paix dans le pays. Les violences dans l'est du pays n'étaient pas non plus en reste lors des échanges entre le Saint-Père et le Raïs. Ainsi, ils vont exprimer un besoin urgent d'une coopération au niveau national et international pour une assistance afin de rétablir la paix civile. Il n'y a pas d'incident diplomatique, c'est faux. C'est l'usage de la liberté. Si les gens qui étaient à l'aéroport ont insulté Kabila, ils seraient aujourd'hui des héros. C'est parce qu'ils ont dit à Periello qu'ils n'étaient pas contents qu'il y a un incident diplomatique. Qu'est-ce que vous appelez incident diplomatique? C'est des mensonges, ça. C'est la liberté d'expression. C'est eux qui nous apprennent la liberté d'expression. Ceux qui insultent le président, c'est la liberté d'expression. Ceux qui disent à un Américain leur propre point de vue, c'est quoi? C'est un incident diplomatique? Définissez-le vous-même. Nous l'avons déjà donné dans un document écrit qu'on a distribué aux médias. Nous ne voulons pas être le Sud-Soudan ou la Libye de l'Afrique centrale. Avec de telles méthodes, on a créé la chienlit au Sud-Soudan et en Libye. Notre peuple aspire à la paix. Nous avons déjà payé en 60 avec Lumumba. Il est mort. Alors nous ne voulons plus de nouveau Lumumba ici. Que les États-Unis laissent les Congolais résoudre leurs problèmes consensuellement comme nous le faisons ici. Voilà notre point de vue. Madame Élisée Dimandja, nous allons revenir encore sur cet incident. C'est vrai que Lambert Mende a dit que ce n'est pas un incident diplomatique, mais ça a créé quand même un précédent fâcheux. Est-ce qu'on a le droit, même si c'est la liberté d'expression,
d'attaquer verbalement, je me permets l'expression, un diplomate ou un envoyé spécial qui rend ambassadeur de notre pays? Je crois que M. Lambert Mende était un homme d'État. Il est responsable politique. J'espère qu'il mesure ce qu'il est en train de dire. Qu'un diplomate étranger soit agressé par des citoyens simples dans la rue, c'est autre chose. Mais qu'il soit agressé verbalement, je vais dire, par des cadres d'un parti politique, ça interpelle quand même. Parce qu'ils engagent directement la responsabilité de leur parti politique et donc la responsabilité de leur autorité morale. Et ça devient une affaire diplomatique. Surtout que nous savions dans quel cadre M. Pirello est venu ici. Il n'est pas venu en poste à Kinshasa, on dirait. Il était dans sa promenade et puis il est tombé sur des inciviques qui l'ont agressé. Non. Il est venu pour une mission déterminée, laquelle mission qui n'a peut-être pas plu à la famille politique de M. Lambert Mende, c'est de leur droit. Mais est-ce qu'il fallait-il réagir de la sorte? C'est ça aussi de la responsabilité des hommes d'État. Nous devons savoir nous comporter, nous conduire. C'est ça qui fait de nous une nation civilisée, des hommes respectueux des droits humains. Et j'espère que M. Lambert Mende n'ignore pas la position géostratégique qu'occupe la RDC lorsqu'il parle de l'ingérence et tout le reste. Vous savez, madame, nous sommes au centre de l'Afrique, au cœur de l'Afrique. Et donc, nous sommes les moteurs du développement. Est-ce que les Américains n'en font pas un peu trop aussi par rapport à la RDC? Parce que on ne le sent pas très pressant, par exemple, comme au Congo-Brazza, on ne le sent pas pressant, comme en Angola, par exemple. Eduardo a fait plus de 30 ans en Angola, on n'en parle pas. Pourquoi cette hargne-là pour la RDC? Madame, je viens de vous dire que le Congo n'est pas n'importe quel pays. Le Congo occupe une position géostratégique. Aujourd'hui, nous parlons de la hargne des Américains, mais ce sont pourtant les mêmes Américains qui ont œuvré pour les dialogues de Sun City qui a amené M. Lambert Mende au pouvoir aujourd'hui. Là, ce n'était pas de l'ingérence. Lorsque le pouvoir de Kinshasa était en train de tomber, les RCD avançaient et prenaient ville après ville. Ils étaient à Kananga et dans moins de 2 semaines, ils arrivaient à Kikwiti, ils entraient à Kinshasa. À qui on a fait appel? À la communauté internationale avec les Américains en tête. Là, ce n'était pas de l'ingérence parce qu'il fallait sauver le pouvoir de M. Kabila. Non, madame, je pense que nous devons être responsables. Si nous regardons notre budget, il est à combien de pourcents financé par l'étranger? Prenez notre système de santé. Madame, si vous ne le savez pas, j'étais députée, j'étais à la commission ECOFIN, notre système de santé. S'il est couvert par notre budget national, ce n'est pas plus de 15%. Le reste est financé par l'étranger. La coopération bilatérale, la coopération technique, les mouvements sociaux, les programmes des Nations Unies. Et ça, ce n'est pas de l'ingérence. Quand ce n'est pas à l'avantage de nos intérêts, nous appelons ça évidemment toujours de l'ingérence. Quand ça nous arrange, ce n'est pas de l'ingérence, c'est de la coopération. Donc, on trouve les mots selon l'intérêt du moment. Mais ces départs précipités, ces communiqués qui pilulent à tout bout de champ, ces départs précipités des ressortissants ou des personnels non essentiels des ambassades, est-ce que ça ne crée pas une certaine... Qu'est-ce que se cache derrière ces départs précipités, Madame Élisée Dimandja? Vous savez, madame, lorsque vous ne voulez pas vous prendre au sérieux, les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons les Congolais, les acteurs politiques du moins, se comporter, on se dit, ils veulent amener leur pays à la ruine. Les gens ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire de par leurs actes. Si on avait organisé les élections en son temps, nous n'aurions pas les problèmes que nous avons aujourd'hui. Si la majorité avait pu trouver un autre candidat que M. Kabila, quitte à ce qu'il revienne après un mandat, moi ça ne me dérange pas. Parce que quand nous disons l'alternance, il n'est pas forcément dit que c'est le candidat de l'opposition qui va passer. La majorité peut aligner aussi quelqu'un d'autre. Vous comprenez, madame? Donc, s'ils avaient été, ne fût-ce que respectueux eux-mêmes de leur constitution, je pense que les étrangers ne viendront pas s'ingérer dans notre pays. Parce que nous n'avons pas voulu être sérieux. Nous avons préféré faire Bukangalozo, qui est improductif, au lieu de mettre l'argent dans les élections. Nous avons préféré construire l'immeuble intelligent qui n'est pas dans le budget, au lieu de donner les moyens à la CENI, alors que c'était budgétisé et tout. Voilà la conséquence. Aujourd'hui, au lieu de nous assumer, de dire que nous n'avons pas été à la hauteur, maintenant nous nous mettons ensemble. Qu'est-ce que nous faisons
pour que nous puissions régler ces problèmes très rapidement et que le pays ne sombre pas dans les chaos. Il y en a qui sont dans l'extrémisme et d'autres qui sont dans les nivellements vers le bas, tout simplement parce qu'on veut rester dans le pouvoir. Conséquence, les autres ne vont pas nous laisser faire. Ils ne vont pas nous regarder au mépris même de leur vie, au risque de mettre en péril leur vie. Conséquence, il y a ceux qui peuvent partir avant, partent. Au nom de la paix, Madame Élisée Dimondja, doit-on accepter n'importe quel consensus? Nous avons accepté à l'époque, vous l'avez relevé, le DIC à l'époque, le 1+4, au nom de la paix, pour que le pays ne soit pas divisé. Est-ce qu'au nom de la paix, doit-on accepter n'importe quoi? Parce qu'on nous dit ça, il faut éviter les chaos, il faut éviter les chaos, il faut éviter les chaos. C'est comme une épée de Damoclès sur la tête des Congolais. Alors, au nom de cette peur-là, vraiment, c'est comme un virus qu'on inculque dans les Congolais, au nom de cette peur du chaos, qu'on doit accepter n'importe quoi, ou accepter l'inacceptable. On n'accepte pas l'inacceptable, madame. La preuve, je viens de vous dire. Comme ces glissements de 2 ans, par exemple, ces élections au mois de novembre 2018, c'est aussi accepter l'inacceptable pour certains. Nous ne l'avons pas accepté. Qui vous a dit que l'opposition a accepté? Nous ne l'avons pas accepté. L'honorable Jean-Lucien Boussa est passé pour montrer à la CENI qu'on peut encore comprimer et faire moins de 2 ans. C'est une question de volonté politique, madame. Le ministre de la Justice qui était co-modérateur, monsieur Alexis Tambomamba, a dit que c'est une question de volonté politique, madame. Et puisque nous sommes dans une période des assignations, monsieur Nanga l'a dit, moi je suis très heureuse aujourd'hui. Nous pouvons avoir les élections dans un délai très court si nous le voulons. Monsieur Nanga a dit... Très court, à peu près un an dans maximum décembre 2017 un an et 3 mois, nous pouvons avoir des élections. 1 an 4 mois maximum, nous pouvons avoir des élections. Nanga l'a dit, donnez-moi les délais, je vais vous donner le coût que ça représente. Si vous vous assumez à le payer, je vais organiser des élections. Madame, ce n'est pas le moyen qui manque dans ce pays. Le ministre de la Justice a dit que c'est une question de volonté politique. La souveraineté de l'État, c'est aussi de faire appel aux partenaires étrangers lorsque nous réalisons que nous ne sommes pas à mesure d'accomplir nos tâches pour que notre pays ne sombre pas. C'est de là aussi qu'il s'agit de notre souveraineté et de notre responsabilité. Est-ce que nous allons préférer que le pays sombre dans les chaos, que les gens meurent comme ça a été le cas le 19 et le 20, parce que nous voulons garder notre fierté, notre dignité, et nous refusons de faire appel à la communauté internationale pour nous aider à organiser les élections? En 2006, nous l'avons fait. C'était moins pire qu'en 2011, lorsque nous avons voulu faire les choses par nous-mêmes. Ok, nous poursuivons, nous prenons maintenant ces événements du 19 et 20 septembre. Mesdames et messieurs, la réaction de Jean-Pierre Bemba à travers son secrétaire général Eve Bazaïba. Donc Jean-Pierre Bemba a réagi depuis La Haye aux Pays-Bas, et une ONG aussi a réagi par rapport à ces affrontements qui ont eu lieu le 19 et 20 septembre, et évidemment l'arrestation, la réaction de CONAD par rapport à l'arrestation de l'opposant Monidela. Il y a, comme on le sait, depuis un certain temps, une certaine opinion pense que la démocratie est en train de... On est en train de comprimer, si je peux me permettre, la démocratie en RDC. Les opposants se disent harcelés, se disent menacés. Alors, plus de détails dans ce condensé. Humanity New Horizons, en sigle HNH, recommande au président de la République d'être le véritable symbole de l'unité et de la paix nationale, de veiller au respect de la Constitution, d'assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions au gouvernement de la République, de créer une commission d'enquête conjointe et indépendante qui aura pour mission d'identifier les présumés auteurs, co-auteurs et complices des actes odieux perpétrés le 19 et 20 septembre 2007 dans la ville province de Kinshasa et ailleurs, aux responsables des partis politiques d'éduquer leurs militants à la citoyenneté et au civisme parce qu'ils ont le devoir de protéger la propriété, les biens et les intérêts publics et de respecter la propriété d'autrui. Au procureur de la République d'ouvrir une enquête sérieuse, sans désemparer et avec impartialité sur la situation qui a prévalu au cours de dites manifestations et établir les responsabilités et poursuivre les présumés auteurs, co-auteurs et complices. Au président de la Commission électorale nationale indépendante de faire preuve d'impartialité en tant qu'institution indépendante d'appui à la démocratie, au risque d'être inféodé par les acteurs politiques de la majorité au pouvoir et ceux de l'opposition en vue d'élaborer un calendrier électoral consensuel entre les acteurs politiques
et ceux de la société civile pour la tenue de bonnes élections dans un bref délai, ainsi décrisper la situation politique actuelle. Au gouvernement provincial de respecter les droits aux manifestations publiques garantis par la Constitution et pourvoir à la sécurité des manifestants qui relèvent de sa compétence. Chers compatriotes, j'ai suivi avec une grande tristesse les déferlements des violences aveugles qui ont endeuillé notre pays ces derniers temps, frappant les Congolais dans leur chair et leurs biens. Ces événements funestes étaient prévisibles, mais pouvaient être évités. Les citoyens congolais disposent d'un droit consacré par notre Constitution, celui de pouvoir manifester publiquement leur opinion. La démocratie se nourrit aussi des aspirations du peuple. Le devoir régalien de l'État est d'assurer leur protection au nord comme au sud du pays, à l'est comme à l'ouest, des jours comme des nuits. Je regrette sincèrement toutes ces vies perdues pour la défense de la Constitution. Un dialogue sincère, basé sur les questions techniques et précises liées à l'organisation des élections demeure la seule voie qui doit conduire la République démocratique du Congo vers une alternance démocratique, gage de paix et de stabilité. Je partage la douleur des familles qui ont perdu des êtres chers à Kasumbalesa, Kinshasa, Lubumbashi, Beni, Bukavu, Kananga et d'autres villes, et leur présente mes sincères condoléances. Le parti suit son dossier de très près, qu'il a été arrêté en violation de toute la procédure légale prévue quant à la matière, c'est-à-dire qu'il a été arrêté et détenu contre la loi pendant plus de 9 jours au niveau du casier judiciaire en violation de la loi, de la procédure pénale. Et après quoi, il a été transféré au parquet, et au parquet, le parquet l'a déféré devant les tribunaux pour une procédure d'urgence. Ces avocats ont fait un travail important. Ils ont fait observer au tribunal que la poursuite ou bien la procédure engagée contre M. Moïse et Monidela ne respecte pas la loi, et quant à ça, ils ont fait appel, ils ont fait une demande au tribunal, la demande de surséance, ils ont évoqué l'inconstitutionnalité de la procédure. Donc à ce jour, le dossier de M. Moïse Monidela se trouve au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe, qui a sursis pour en faveur du juge constitutionnel. Qu'à cela ne tienne, M. Moïse Monidela a usé aussi des droits qui lui est permis par la loi. Il a interjecté appel contre la décision de la saisine et également du maintien de la détention. Madame Élisée Dimandja, nous prenons ce grand dossier qui a été les événements du 19 et 20 septembre, les responsabilités. Alors, comme on le sait, le droit de manifester est constitutionnel, on se pose la question, pourquoi autant de morts quand on manifeste? Nous pensons que le pouvoir en place n'a pas assumé ses responsabilités. Il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour encadrer cette marche afin qu'il n'y ait pas de débordements, mais aussi parce qu'il y a l'intolérance qui a caractérisé ces manifestations, qui a fait qu'il y a eu tous ces débordements. Et en ce qui nous concerne, nous avons dit manifester, c'est une très bonne chose, c'est un moyen de pression. Ceux qui sont dehors, avec nous autres qui sommes à l'intérieur, nous menons le même combat pour le même objectif, l'alternance démocratique politique dans notre pays. Et donc, nous avons le droit de manifester, mais dans le respect des lois
et des institutions du pays. Et les pouvoirs ont le devoir de nous assurer une marche pacifique, un encadrement meilleur pour que nous arrivions à terme de notre marche. Madame Elisée Dimanche, est-ce qu'il n'y a pas cassure entre vous et ce peuple-là? Est-ce que vous les écoutez des fois quand ils marchent? Est-ce que vous entendez leurs chansons, leurs demandes? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression, et on le dit, ce peuple-là s'est dit que quand vous êtes élu, vous vous coupez d'eux, vous les écoutez plus, vous vous battez pour vos propres intérêts, vous êtes là parce que on le sait. C'est même plus un secret qu'après ce dialogue, il y aura un gouvernement d'union nationale, donc vous êtes là pour ça, vous les écoutez pas, vous les avez abandonnés. Est-ce que c'est pas aussi une expression de ras-le-bol de ce peuple-là? C'est vrai qu'on condamne les pillages, on condamne tout ça, mais est-ce que vous comprenez aussi la frustration? C'est comme quelque chose qui a explosé. Vous comprenez ce peuple aussi, Madame Elisée Dimanche? Madame la journaliste, nous sommes au dialogue pas pour avoir le pouvoir, pas pour entrer au gouvernement. Nous sommes au dialogue pour faire entendre les cris de ce peuple qui dit Yébéla, qui nous ramène au délai constitutionnel du mandat du président Kabila. Ce délai qui n'a pas été respecté, non pas par notre fait, mais par le fait du pouvoir qui est en place. Mais nous avons le choix entre d'épuiser toutes les voies de recours pacifiques d'abord, avant de verser dans la violence, ou de commencer d'abord par la violence pour après revenir à la table des négociations. Voilà ce que nous avons comme choix devant nous. Et c'est toujours pour répondre aux cris de cette population-là. C'est pour cela que nous avons dit, nous préférons commencer par la table des négociations, épuiser toutes les voies pacifiques des règlements de cette crise, quitte à ce que, à la face du monde et à la face du peuple congolais, nous démontrions qu'il y a plus d'autres alternatives que la violence. À ce moment-là, nous allons assumer ça. Mais au stade actuel, il y a encore des chances. Il y a encore des chances. Il y a encore les chances de régler cette question par des voies pacifiques et nous préférons privilégier cela. Et c'est ça aussi que ce peuple-là veut. Il faut les écouter après le 19 et le 20 décembre. Septembre dernier. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ceux qui ont perdu leurs enfants. Moi, je les ai vus au Kankokolo. On a arrêté les enfants. Ils m'ont appelé pour aller intervenir. Qu'est-ce que les parents disent? Je ne pense pas, si aujourd'hui vous leur dites de redescendre dans la rue pour que Kabila puisse partir, ils vont accepter encore que leurs enfants ou qu'eux-mêmes vont encore descendre dans la rue. C'est aussi écouter ce peuple-là. Nous sommes avec ce peuple. Le peuple ne veut pas la violence. Le peuple ne veut pas de la guerre. Il ne faut pas qu'on amène le peuple à bout de sa patience. Mais tant qu'il y a encore un petit espoir, essayons d'exploiter cela. Écouter le peuple, ce n'est pas seulement l'amener aux extrêmes. Parce qu'un leader, c'est aussi celui qui sait expliquer à la population. Nous voulons sortir de cette salle. Nous pouvons passer par la porte, tout comme nous pouvons chercher à casser les murs pour sortir. C'est toujours sortir. Nous choisissons de passer par la porte et non casser les murs. Et non casser les murs. Comment faire avaler cette pilule? C'est vrai, on le sait déjà, que les élections ne s'y tiendront pas cette année. Comment vous allez expliquer ça à votre base, par exemple? Vous n'êtes plus député, bien sûr, mais vous avez quand même une base. Comment expliquer ça à cette population? Comment faire passer cette pilule amère pour une certaine opposition qui pense que c'est encore faisable? Il y en a une certaine frange de l'opposition qui dit c'est faisable cette année, on peut le faire. Comment expliquer ça à cette base? Que c'est fait? Ce n'est pas faisable. Vous savez, ce n'est pas des gaietés de cœur que nous sommes allés au dialogue. C'est à notre corps défendant que nous sommes allés là-bas. C'est aussi amer pour nous, mais c'est un choix que nous faisons en tant qu'acteurs politiques, en tant que responsables, hommes d'État, appelés à gérer ces pays demain. Nous allons choisir ce qui est le moins pire des solutions pour cette population-là. Je veux leur expliquer. Je ne suis pas aux affaires, je ne gère pas. Mais voilà ce que les pouvoirs en place a fait pour qu'on n'ait pas des élections. Si nous les laissons, ils vont continuer. Nous devons les arrêter. Nous avons le choix de les arrêter par des moyens pacifiques. Mais ça nous demande de patienter quelques mois encore ou d'y aller par la violence, mais regardez les limites que nous avons. Vous savez, madame, partout où le soulèvement politique a réussi, il y a eu le soutien de l'armée aux côtés de la population. Est-ce que nous l'avons aujourd'hui dans notre pays? Vous avez vu vous-même les journées du 19 et du 20. Est-ce que nous pouvons dire que nous avons le soutien de l'armée pour amener les gens dans la rue, sinon que de les amener dans un boucher?
on doit être responsable. Moi, j'ai choisi les moyens qui sont le moins coûtés pour la population, mais qui amènent au même résultat. Les prix à payer, ça serait quelques mois de plus qu'il faut patienter, que le moyen violent, qui ne me rassure même pas non plus du résultat demain. Parce qu'on a marché le 19, les gens sont morts le 20, on a brûlé. Mais est-ce que Kabila est parti pour autant? Vous savez, je suis parmi une des personnes qui ont, comment je pourrais l'exprimer, qui ont commencé la marche des chrétiens du 16 février. 92. Le ministre Pierre Numbi pourra le dire. Lorsque nous sommes allés le voir avec les prêtres, au départ, c'était juste la marche de jeunes de l'église catholique de Bilenga Mouinda. C'est lui qui nous a dit non, vous pouvez faire quelque chose de plus grand que ça. Si vous voulez sensibiliser, vous voulez toucher, en tout cas, il faut une organisation plus large. Et nous avons commencé à travailler avec lui et son équipe qu'il a mis à notre disposition. Et l'événement a pris l'ampleur qu'il a pris à cette époque-là. Mais Mobutu n'est pas parti. De 91 jusqu'à 97, nous avons marché. Nous sommes morts. Mobutu n'était pas parti. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une rébellion dont on ne maîtrisait pas très bien les contours. Et une troisième personnalité, je ne voudrais pas utiliser des termes péjoratifs, un cheval de Troie qui est arrivé et qui a pris le pouvoir et qui a remis tout en cause. Et beaucoup des acquis démocratiques que nous avions à l'époque, nous ne l'avons plus aujourd'hui. Vous venez de déplorer des opposants qu'on harcèle, qu'on arrête. La justice à double vitesse, la justice sélective. Et ça ne nous arrange pas du tout. Aujourd'hui, nous allons dire, nous commençons par les mêmes méthodes, les mêmes pratiques. Quelle est la garantie que si Kabila partait, ce sera même un de nous qui va le remplacer? Nous n'en avons pas. Nous pouvons aussi avoir la surprise que c'est un troisième cheval, comme en 2000. En 1997. En 97, qui vient prendre le pouvoir et qui remet tout à plat. Donc, nous devons savoir lire les signes des temps. Nous sommes pratiquement à une fin des cycles. Et on dirait l'histoire est en train de se répéter dans notre pays. Il faut bien la saisir pour ne pas commettre les mêmes erreurs, pour ne pas retomber dans le même erreur. Revenons par rapport au gouvernement. C'est vrai qu'on n'a pas se voilé la face. Il y aura un gouvernement après ce dialogue. Qui sera Premier ministre? Un membre de l'opposition? Ce sera carrément Vital Kamerhe, parce que c'est le nom qui est cité. On ne se voile pas la face. Moi, je fais une émission vérité. C'est Vital Kamerhe qui est proposé comme Premier ministre. C'est le bruit qui court. C'est lui qui sera votre Premier ministre ou le Premier ministre de la transition. Quel sera son rôle? Il sera là simplement pour organiser les élections, sortir de cette transition, de ce moment-là. Je sais pas, les termes sont... Parce que nous devons inventer des concepts, cette période transitoire, pour nous amener à des élections. Quel sera le rôle de ce gouvernement-là? Alors, je voudrais terminer pour ce qui est de ma base. Donc, vous comprenez que je vais lui expliquer le choix qu'il y a à faire et choisir la paix, en fait. Et présenter les pour et les contre pour chaque choix et leur conseiller de prendre le choix le moins coûteux. C'est ça aussi gouverner, c'est ça aussi être responsable et un homme d'État. Je dois éclairer cette population-là, je dois la guider. Et je suis sûr qu'elle, puisqu'elle me fait confiance, elle me suivra, elle me comprendra. Pour ce qui concerne le Premier ministre, Madame, nous sommes entrés dans une période spéciale. C'est une période intérimaire. Parce que vous le savez, à partir du 20 décembre... Période intérimaire. Madame, les mots. C'est le français, c'est les mots. Période intérimaire. C'est pas la transition. Non. Non, c'est pas la transition. C'est pas la transition. C'est pas la transition. Intérimaire. Qui sera à la tête de cette période intérimaire? C'est le chef de l'État actuel. Le chef de l'État actuel sera là parce que nous ne pouvons pas corriger une irrégularité par une autre irrégularité. Nous allons si nous mettons le président du Sénat, c'est une irrégularité. Non, parce que le président du Sénat, la Constitution parle de 3 mois plus 1 mois, ça fait 4 mois. Or, il est démontré que dans 4 mois, nous n'aurons pas des élections. Et donc, nous allons retomber dans une autre irrégularité. Est-ce que nous allons encore convoquer un autre dialogue? Il faut être responsable. Cela nous ramène à la question de l'inclusivité. Je ne m'ai pas laissé terminer. Je vous parlais de l'objet du dialogue. Pour résoudre la crise, c'est la Constitution qui doit être respectée, pas de 3e mandat pour le président Kabila, la séquence électorale, on commence par le présidentiel, le fichier électoral,
comme pour l'ensemble de l'opposition, même ceux qui sont dehors, on avait déjà choisi à l'époque la réforme totale du fichier. Nous en avons parlé, on a levé l'option par rapport à ça. Et nous sommes en train de discuter maintenant par rapport au calendrier et aux dates précises pour avoir ces élections dans un délai très bref. Je me demande un dialogue inclusif pour parler de quoi d'autre, en dehors de ce qui vient d'être énuméré, pour résoudre cette question. C'est pas par rapport aux participants, c'est pas par rapport aux participants, parce que quand une personnalité comme... Moi je cite les noms, parce qu'on n'a plus à tourner autour du pot. Comme Étienne Tshisekedi n'est pas là, je me rappelle qu'à l'époque, Edem Kodjo avait dit, le dialogue sans Étienne Tshisekedi, ben, c'est un monologue. Étienne Tshisekedi n'est pas là. Est-ce qu'on n'allait pas refaire la même chose avec lui? Si cette fois-ci il veut venir, quelles sont les préoccupations de M. Étienne Tshisekedi, madame? Pas refaire le même chemin. Quelles sont les préoccupations de M. Étienne Tshisekedi, madame? Ce sont vos préoccupations aussi? C'est ça le même. Mais pourquoi il ne veut pas venir? C'est ça la question. Pourquoi ne veut-il pas venir? Il faut lui poser la question. Parce que les dialogues restent ouverts jusqu'aujourd'hui. Les portes sont ouvertes. On demande à tout le monde de venir. Nous avons les mêmes préoccupations. Venez qu'on les défende ensemble. Mais si vous mettez une liste des préalables, écoutez, doit-on sacrifier l'intérêt général de la nation pour répondre aux préalables d'abord? Lesquels préalables du reste, si nous sommes des mots gouvernement, nous pouvons en éliminer. La libération des prisonniers politiques. Si l'opposition prend demain le ministère de la Justice, est-ce qu'elle ne peut pas régler cette question-là? Il faut qu'on bloque... Vous savez, finalement, je me demande, on est en train de jouer le jeu du pouvoir. Oui. C'est quel jeu on est en train de jouer? Parce que plus nous traînons les choses, c'est plus Kabila qui reste. C'est ça le problème. Ou bien nous voulons aller vite à l'alternance démocratique politique dans notre pays, ou bien nous voulons faire pourrir la situation. Mais au profit de qui? À qui profitent les crimes? Vous êtes journaliste, vous savez l'expression. Revenons pour le gouvernement. Comment ça sera un gouvernement de large union nationale? Ça sera constitutionnel? Parce que selon la Constitution, le Premier ministre doit provenir de la majorité parlementaire, mais vous dites que non, c'est quelqu'un de l'opposition. Vous violez encore une fois de plus cette Constitution qui est déjà, je crois, largement violée depuis le temps. Non, madame, comment ça va se passer? Comment faire passer ça aussi? Nous n'allons pas violer la Constitution. C'est pour ça que je vous ai parlé, non pas de la transition, mais des périodes intérimaires. C'est une période intérimaire juste pour nous permettre d'organiser des élections. C'est technique. Vous avez suivi les messages du président Jean-Pierre Bemba, que je félicite énormément. Ça, c'est un homme d'État qui sait prendre la température des événements et qui intervient au moment qu'il faut pour donner le message qu'il faut. C'est très important. Il connaît son pays. Il sait ce qu'il faut pour son pays. Et il propose la voie, le dialogue. Un dialogue technique. Nous avons dit une période intérimaire technique juste pour organiser les élections. Il y en a même des amis qui se sont amusés à dire glissement technique et non glissement politique. Pourquoi nous serons au gouvernement, madame? Parce que le gouvernement Matata a démontré non seulement manque de volonté, mais incapacité d'organiser les élections. Même si nous prenons de bonnes résolutions aujourd'hui au dialogue et que nous remettons à ce gouvernement-là de les mettre en œuvre, vous pensez qu'ils vont le faire? Nous aurons des élections dans le délai? Non, madame. Il faut que nous soyons là. Et puisque à partir du 20 décembre, M. Kabila n'aura plus un mandat légitime et légal, nous serons dans une nouvelle majorité. Ce n'est plus à la majorité présidentielle de dicter ses lois. Les partis qui sont au dialogue ont des députés au Parlement. C'est cette opposition avec la majorité présidentielle qui va constituer une nouvelle majorité réqualifiée. L'Assemblée nationale tombe? L'Assemblée ne tombe pas, elle reste. Parce que les députés sont au Parlement. Ils ont dépassé... Non, l'UNC a des députés au Parlement. Okay. L'UDPC a des députés au Parlement. Il y a beaucoup de partis qui sont là-bas. Les MSC a des députés au Parlement. Les Fonds démocrates a des députés au Parlement. Pas comme Fonds démocrates, mais des députés politiques. Non, comme plateforme dans lesquelles les députés, même des autres partis, sont... Quel sera le rôle de l'Assemblée nationale alors? Mais justement, de porter ce gouvernement technique pour les élections afin qu'il accomplisse sa mission. C'est cette nouvelle majorité qui va porter ce gouvernement-là. Ce n'est pas la majorité présidentielle. Ce sera une majorité gouvernementale pour les élections. Une majorité requalifiée, composée de l'ancienne majorité présidentielle et de l'opposition qui est au dialogue, ainsi que tous ceux qui veulent adhérer aux résolutions du dialogue. C'est cette nouvelle majorité-là. Nous sommes toujours dans la Constitution qui dit que c'est la majorité qui présente les
Premier ministre, et là-dedans, je vous donne l'exemple, les PPRD avec le PALU et les autres dans leur majorité, bien que le PPRD a le nombre de députés les plus importants, le PPRD a concédé au PALU d'avoir la primature. Vous vous rappelez? À l'époque. À l'époque. Donc, ce sera le même exercice qui va être fait pour cette nouvelle majorité requalifiée que nous allons mettre en place pour permettre au gouvernement qui s'est rapporté d'accomplir sa mission, qui est une mission essentiellement technique. Vous serez je sais comment le pouvoir fait gonfler un peu la tête. Quand vous serez là, est-ce que vous n'aurez pas envie de changer un peu les mandataires des entreprises? Est-ce que vous n'aurez pas envie de mettre un peu vos pions par-ci par-là? Comment ça va se passer? C'est seulement technique, donc. Madame, il va de soi, parce que personne n'ayant gagné les élections. Le partage de responsabilité va être équitable et équilibré. Même les ambassadeurs, partout, vous allez toucher à tout. C'est clair, madame, parce que vous savez, nous sommes en politique. Lorsque, vous savez comment se font les financements des partis ici? Pour la plupart, ça passe par des entreprises. Et qui contrôle les entreprises aujourd'hui? Vous allez leur laisser ça? Madame, soyons responsables. Nous devons regarder qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Parce que nous devons arrêter avec ces pratiques qui sont antidémocratiques. Et anti-bonne gouvernance. Madame, la communication, l'information, c'est les pouvoirs. Lorsque vous avez un ambassadeur qui va saper tous les efforts que vous allez mettre en place pour organiser les élections, parce que le Premier ministre vient de l'opposition, attends, nous devons regarder. Nous n'allons pas les laisser faire. Par rapport aux résolutions qui sortiront de ce dialogue, si ça arrivait que le rassemblement, le G7, jusqu'à la fin, ne participe pas, est-ce qu'ils se sentiront, et ce sera opposable à eux aussi? Tout simplement aux participants du dialogue. Le G7 a déjà dit qu'ils vont tenir leur conclave et ils vont regarder par rapport à ce qui est fait au dialogue et leurs exigences, et si nous rencontrons leurs préoccupations, il n'y a pas de problème. Donc, ils pourront porter les résolutions du dialogue. Nous sommes convaincus parce que nous savons que nous avons le même combat que les G7, nous avons le même combat que le Rassemblement, parce que ce sont les mêmes préoccupations que nous les portons. Et parfois même, madame, croyez-moi, nous les portons plus fermement que ceux qui sont dehors. Il y en a qui sont dehors, qui ont signé avec le pouvoir en place une transition de 36 mois. Mais aujourd'hui, nous refusons des 24 mois. Vous vous rendez compte? Nous qui sommes à l'intérieur, nous refusons 24 mois. Nous disons à Nanga, non, tu peux encore comprimer. Et nous allons y travailler avec lui et nos amis, nos frères de la majorité pour qu'on comprenne. Et donc, nous sommes, à moins qu'on ait d'autres préoccupations que les préoccupations de l'alternance politique démocratique dans notre pays, les préoccupations de la démocratie, les préoccupations de la Constitution pour refuser ce qui pourrait sortir de ces dialogues dans le sens où nous sommes en train d'évoluer. Par rapport à la justice, c'est vrai que vous avez vu par rapport à mon idée là, mais sur le net, on a dit qu'on arrête que les menus frétins. On connaît le président du Rassemblement. Pourquoi ne pas l'arrêter carrément? Parce que c'est lui l'autorité morale, c'est lui qui a décrété cette marche. Pourquoi ne pas l'arrêter carrément? Madame, je parlais d'une justice et même ceux qui ont brûlé les sièges de l'UDPS, ceux qui ont brûlé les sièges d'autres partis, c'était les deux partis et c'était coup pour coup, tout ça. Pourquoi ne pas les arrêter carrément, ces autorités morales? On les connaît. Je parlais d'une justice à double vitesse, je parlais d'une justice sélective. Et même lorsque vous parlez du président du Rassemblement, a-t-on établi des responsabilités de façon objective et concrète que c'est lui qui a envoyé les gens brûler? Nous connaissons les marches dans notre pays, madame. Nous connaissons les infiltrations qui se font. Nous savons de part et d'autre qui sont capables de brûler, de tuer. Est-ce qu'on a vraiment fait une enquête approfondie avec des preuves objectives pour arrêter les gens? Je ne pense pas que la justice a fait ce travail. Tout de suite, les procureurs de la République ont adressé une liste et il faut arrêter les gens. Mais que faisons-nous de ceux qui ont brûlé la nuit du 19 au 20? Que faisons-nous de ceux qui ont tué, qui ont tiré à balles réelles dans une population à main nue en train de manifester? C'est quoi leur sort? Ils ont le droit de venir tirer comme ça? Vous savez, une balle, c'est le prix de la contribution que moi je paye comme impôt. Et donc vous allez utiliser mon impôt pour tuer mes frères et mes sœurs. Et vous pensez que vous n'êtes pas dans l'obligation de me rendre compte de ça? Est-ce que c'est pour ça que moi je paye l'impôt pour qu'on achète les balles, les armes pour tirer sur la population?
Nous allons terminer un peu... Il y a des responsabilités de part et d'autre, madame, qu'on doit établir clairement avant de procéder aux arrestations. Par rapport à la médiatisation, nous sommes là, nous parlons, mais pourquoi ce dialogue n'a pas été médiatisé comme la CNS à l'époque? Pourquoi vous avez refusé cette fois-ci que cela soit diffusé en direct? Vous avez raison, madame, il y a un déficit d'information autour de ces dialogues. Nous n'avons pas refusé. Nous avons même été agréablement surpris lorsque la facilitation nous a annoncé que la séance de présentation du calendrier par la CENI sera diffusée en direct. En direct. Oui, non, je dis à l'époque, lorsqu'on devait le faire, nous étions donc agréablement surpris de l'annonce. Mais aujourd'hui, quel n'a pas été notre grand désenchantement de voir que cette rencontre n'a pas été retransmise en direct. Mais j'ai vu vos collègues de la RTNC filmer. J'espère qu'ils auront la sincérité et l'honnêteté de retransmettre la totalité des interventions, madame, parce que c'est pertinent. Vous comprendrez alors que l'opposition au dialogue n'est pas là pour des intérêts, des postes de pouvoir des premiers ministres ou des ministres ou des entreprises. Nous sommes là effectivement pour résoudre les problèmes du pays. Parce que, madame, s'il n'y a pas la paix dans ces pays-là, même les ministres là, ils ne seront pas tranquilles. Hein. Même les entreprises que nous voulons le partager là, nous ne saurons pas les diriger. Hein. Donc c'est d'abord la paix. Éviter la crise qui nous préoccupe. Puisque tout autre. Ce n'est pas une crise inventée, ce n'est pas une crise créée de toutes pièces aussi. Parce que c'est vrai que tout le temps, vous nous mettez cette crise comme si c'était imminente, comme si c'est... C'est l'homme qui crée la crise. Vous n'inventez pas vous-même, vous ne créez pas cette crise. Nous n'avons pas inventé ça. C'est l'homme qui crée la crise. Nous n'avons pas inventé la crise, mais c'est les pouvoirs en place qui n'ont pas assumé ses responsabilités et qui nous amènent à la crise. Ce n'est pas nous. Et si nous ne faisons pas aussi attention, l'extrémisme des uns et des autres va accentuer cette crise-là. Donc ce n'est pas nous qui l'inventons, ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est de la responsabilité, nous avons dit, du gouvernement et de la CENI qui n'ont pas organisé les élections en son temps, dans les délais constitutionnels. Est-ce que ce dialogue est une réussite, Madame Élisée Dimondja, sans la participation, j'y reviens, du rassemblement du G7 et d'autres, c'est une réussite? Vous voulez dire à cette population, c'est une réussite? Oui, pour moi, aujourd'hui, c'est une réussite? Je ne dirais pas à 100% parce que toute œuvre humaine est perfectible. Donc je ne peux pas prétendre à la perfection déjà maintenant pour dire qu'à 100%. C'est une réussite, mais c'est une réussite pour moi parce que je suis très contente, madame la journaliste. Aujourd'hui, après l'intervention de l'opposition, le président de la CENI a dit oui, c'est perfectible, oui, c'est comprimable, c'est possible, oui, on peut regarder comment organiser les élections dans un délai court. Mais c'est à la classe politique de se mettre d'accord. À quelle date? C'est vous qui tuez ce pays, c'est vous les politiques qui tuez ce pays. C'est pour vos intérêts. C'est pour vous dire aussi, nous espérons que nos amis de la majorité vont nous rencontrer pour que nous puissions donner une date très très courte qui permette à la CENI d'organiser les élections, quitte à payer les coûts. Parce qu'il a dit... Les élections dans un délai très court a un coût. Les élections dans un délai plus long a un coût aussi. Je fais des ans parce que vous m'avez donné les choix de la séquence que vous avez faite. Vous ne m'avez pas dit, M. Nanga, nous voulons avoir les élections en 2017 ou au début 2018. Il faut me dire clairement ce que vous voulez. Vous exigez cette date précisément. Oui, justement. Vous devez sortir de ce dialogue avec une date précise dans la tête. Absolument, absolument, madame. Parce que pour nous de l'opposition, nous pensons, après la réforme du fichier qui se termine au 31 juillet, nous avons jusqu'à fin septembre pour convoquer le corps électoral. 20 septembre 2017. 2017. Parce que le 31 juillet, le Parlement est en vacances. Nous allons convoquer ce Parlement-là en session extraordinaire. Voilà pourquoi nous devons être au gouvernement, pour nous assurer que nous allons convoquer ce Parlement-là en session extraordinaire pour discuter de cette loi, de manière à ce qu'au plus tard, fin septembre, nous ayons cette loi de répartition des sièges, qui dirait c'est une loi des coupés-collés. Hein, c'est le nombre. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. On a vu, la majorité a changé la Constitution en 3 jours quand elle l'a voulu. Hein. Le matin, elle était à l'Assemblée. L'après-midi, la loi était au Sénat. Le lendemain, les 2 chambres étaient réunies en Congrès. Et le 3e jour, le président Kabila l'a promulguée. Et donc, si nous voulons aller vite aux élections, nous allons devoir réduire le nombre de jours par rapport à ce que M. Nanga nous a proposé. Nous prenons 20 jours pour que cette loi-là
soit promulgué et que aussitôt promulgué le même jour, parce que Malou l'a dit dans son calendrier global, que c'est faisable, le même jour, on convoque le corps électoral. Voilà. Et dès l'instant que nous convoquons le corps électoral, l'expérience... La machine est en bas. Voilà. L'expérience de ces pays a montré que dans 4 mois, on peut organiser les élections. En 2006, en 2011, ça a été fait. Mais nous disons, nous donnons 6 mois à M. Nanga pour organiser les élections. Ça, c'est nous, l'opposition. Maintenant, M. Nanga nous a amené ses agrégats. Nous allons nous asseoir avec lui. C'est pour ça que nous voulions l'écouter. Pour lui dire, dans tes agrégats-là, qu'est-ce qui est comprimable, qu'est-ce qui n'est pas comprimable. Tenant compte de notre expérience, mais tenant compte aussi des rapports des experts internationaux. Aujourd'hui, on va dire les experts internationaux ont travaillé pour trouver 504 jours. Mais c'est les mêmes experts internationaux qui ont travaillé aussi pour que nous ayons les élections en 5 jours. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Je vais terminer, madame, permettez-moi. La même CENI nous a dit, dans le calendrier de Malou, si nous regardons, en 180 jours, nous avons les élections combinées, présidentielles et législatives nationales. Est-ce que pour avoir ajouté les élections provinciales, du reste pour lesquelles j'ai fait appel à candidature, c'est juste une mise à jour qui va être faite, il faut aller à 504 jours. Quand on a dit cela, on n'a pas tenu compte des agrégats? Non, il faut que M. Nanga nous explique les agrégats. Est-ce que c'est pour remplir les temps qu'on veut tirer en longueur ou c'est vraiment des choses réelles? Est-ce qu'il y a moyen de les comprimer ou de ne pas les comprimer? À ce moment-là, nous allons trouver intérêt d'entente. Vraiment la toute dernière question par rapport au dialogue. Madame Élisée Dimandja, nous avons été au DIC, nous avons choisi notre constitution. Est-ce qu'on aura toujours des dialogues dans ce pays? Pourquoi ne pas simplement respecter nos propres textes? Parce que chaque fois qu'il y aura un blocage, dialogue, on change tout, on répare à zéro et tout ça. Et pourtant, lors du DIC, on avait l'impression que le DIC, c'était le tout dernier dialogue depuis 1960 et que cette fois-ci, vraiment, ça va rouler, on aura des élections, ça sera calme. Mais on a l'impression que la machine est encore bloquée. Est-ce qu'on aura toujours... C'est la responsabilité, c'est de la responsabilité des hommes politiques qui sont au pouvoir. C'est de la responsabilité des hommes politiques. L'opposition n'a rien à voir, l'opposition est clean. Je suis en train de continuer, madame. On a l'impression que vous ne changez que la majorité. Non, je ne change pas la... Quand Mamadi, c'était votre faute aussi à un moment. Il avait publié le calendrier, vous avez dit niet. Est-ce que vous voulez me laisser terminer, madame? Je vous en prie. Oui. Parce que je vous dis aujourd'hui, moi je n'ai pas géré. Je n'ai pas décidé de décaissement des fonds pour la CENI ou pas. Vous allez dire l'opposition, mais à quelle proportion? Lorsque on nous a présenté le calendrier global. Nous l'avons rejeté, oui, mais nous ne l'avons pas rejeté dans sa totalité. Vous avez dit vous-même qu'il ne faut pas accepter l'inacceptable. En ce qui concerne la séquence présidentielle et législative, nous étions d'accord avec ces calendriers. C'est pour le reste que nous avons refusé. Et l'honorable Jean-Lycée Boussa l'a répété aujourd'hui encore, parce qu'à l'époque, c'est lui qui conduisait la délégation de l'opposition à la CENI. Donc, il y a des choses qu'on peut accepter et des choses qu'on ne peut pas accepter. Moi, je pense que nous devons d'abord avoir la culture de l'élévation. Pas de nivellement vers le bas. C'est ça qui nous tue. Lorsque nous sommes au pouvoir, nous pensons qu'il n'y a que nous, il n'y a pas d'autres personnes. Et donc, nous pouvons tout nous permettre, même raisonner vers le bas, pourvu que nous restons dans le pouvoir. Ça ne nous élève pas. Vous savez, un peuple élevé, c'est le peuple qui respecte la justice, le peuple qui respecte les droits, le peuple qui respecte les engagements. Et les hommes politiques doivent donner l'exemple par rapport à ça. L'opposition aussi a une responsabilité lorsqu'elle se met dans les extrêmes au lieu d'être constructive. C'est très important, madame. Voilà, nous allons terminer, madame, parce que la télé, c'est le temps. Voilà, nous allons vraiment prendre un autre volet. Nous allons boucler un peu avec le dialogue. Nous allons quand même prendre un volet un peu social, parce que la vie continue quand même, malgré ce dialogue. Nous allons parler donc de la matinée d'échange sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Vous avez parlé du nivellement vers le bas, mais je crois qu'avec cette matinée, peut-être que l'enseignement sera nivelé vers le haut. Nous allons parler de la journée mondiale du tourisme, le tourisme qui est aussi un moyen pour avoir de l'argent, parce que je crois que c'est assez négligé en République démocratique du Congo, et évidemment la déclaration du corps médical de l'hôpital du Cinquantenaire. Il s'est agi d'un moment d'échange. Les discussions ont tourné autour de la réforme de l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo. La rencontre du jour a connu plusieurs intervenants. D'abord, l'allocution du ministre de l'ESU. Théophile Mbemba veut un système éducatif de qualité et une république à même de proposer de l'emploi aux jeunes après leur formation. Cette réforme vise à répondre à une des préoccupations du président de la République. Et pour ce faire,
il faut bien qu'on entreprenne une réforme du système d'enseignement supérieur, bien entendu qui permette aux jeunes d'aller à l'université, mais ça ne doit pas être pour l'université juste avoir un papier, mais une université tournée vers la professionnalisation. Le projet PEC-PSU bénéficie du financement de la Banque mondiale. Le coordonnateur de développement humain de cette institution de Bretton Woods revient ici sur la motivation de cet appui. La Banque mondiale investissait dans le secteur de l'éducation. C'est simple, c'est vraiment un bon investissement, c'est pour ça. L'éducation pour tous, particulièrement la scolarisation des filles, vient en appui direct aux objectifs de la Banque mondiale, soit d'éliminer la pauvreté extrême et de promouvoir ce qu'on appelle la prospérité partagée, donc de réduire l'iniquité. L'assistance constituée des recteurs et chefs d'établissement des institutions d'enseignement supérieur, sans oublier un échantillon d'étudiants ici présents, a suivi avec attention la présentation du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, faite par le coordonnateur de ce projet, le professeur Kabouya. S'en suivra les exposés du professeur Pascal Kabagama et de son homologue Mpiana. Le thème retenu pour cet atelier, l'arrimage au système LMD et l'assurance qualité, état de lieu et perspective. Instaurée depuis 1980 par l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme le 27 septembre, la Journée mondiale du tourisme, cette journée vise à sensibiliser la communauté internationale sur l'importance du tourisme et l'intérêt qu'il présente du point de vue social, culturel, politique ou économique. L'Organisation du tourisme estime que 15% de la population mondiale sont limités dans leur liberté de voyage en raison de leur mobilité personnelle réduite. Le voyage est un des éléments phares du secteur touristique et donne lieu à un développement continu. La Journée mondiale du tourisme donne aussi lieu à toutes sortes d'événements. L'Assemblée générale de l'OMT encourage aussi les personnes de tout âge et tout horizon d'organiser des festivités. Pour rappel, cette journée constitue une occasion d'évoquer les défis mondiaux contenus dans les objectifs du millénaire pour le développement énoncés par les Nations Unies et de souligner l'importance et la contribution du tourisme dans le développement mondial. Une occasion également d'interpeller les États qui négligent le secteur touristique à prendre à bras le corps ce domaine vital de l'humain. Ces pays se comptent parmi les États d'Afrique subsaharienne et parmi les pays occidentaux et asiatiques secoués par des guerres et autres conflits armés. Nous sommes là aujourd'hui, ça fait jour pour jour 3 mois que le personnel congolais est expulsé dehors par la volonté d'un Indien qui se sert de la police nationale congolaise comme protection. Tout simplement parce qu'il le veut ainsi. Ici, vous voyez tous dehors, là, il y a 2 médecins, des infirmiers, des laborantins, des ingénieurs. Toutes sortes de techniciens, ils sont ici dehors. Il y a 300 travailleurs congolais qui sont chassés par l'Indien ici dehors. Parce qu'ils ont demandé leur salaire. À ce jour, nous sommes impayés, ça fait 3 mois. Le vice-premier ministre, il convoque ou il initie une commission pour régler le litige. Mais la commission, ça ne marche pas. Ça fait 2 mois. Il y a un flou, nous ne voyons rien marcher et nous allons à des réunions, les gens ne se présentent pas. Alors que différentes instances, en commençant par la présidence, la primature et d'autres instances, ils attendent le rapport de cette commission. La ville a interdit de rassemblement. Mais vous nous exposez à être dans la rue comme ça. Pour qu'un jour, que nous soyons assimilés à des politiciens ou quoi? Nous sommes des corps soignants. Nous ne pouvons pas rester dans la rue comme ça. On a demandé à monsieur, faites revenir les agents à leur poste de travail. Nous avons différentes correspondances ici lui adressées. Ça, c'est la correspondance d'un vice-premier ministre que le monsieur a foulé au pied. Willy Makiachi, le vice-premier ministre chargé de l'emploi, travail et prévoyance sociale, a écrit en date du 26 août demandant à ce monsieur de remettre tous les travailleurs en service et de nous payer en attendant le déroulement des travaux de la commission.
Madame Élisée Dimandja, vous avez été députée nationale. On parle vraiment de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Le budget par rapport à l'enseignement, c'est combien de pourcents que vous accordez à ces secteurs vraiment sensibles de la nation? Si mes connaissances sont restées intactes, je ne pense pas qu'on soit au-delà de 10% du budget pour l'enseignement. Ça, c'est une chose. De deux, les taux d'exécution de ces 10%-là ne dépassent même pas parfois le 15%. Nous sommes dans des 10 ou 12% du taux d'exécution de ce budget, de plus ou moins 10%. Et les pires à côté de ça, vous avez les frais de fonctionnement de la primature qui sont dépassés de 400%. Vous avez les frais de fonctionnement de la présidence qui sont dépassés presque de 200%. Non, madame, c'est une question des orientations, une question des choix qu'on fait, des priorités. Est-ce qu'on veut améliorer la qualité de l'enseignement dans notre pays, oui ou non? À l'époque de Mobutu, les universitaires congolais rivalisaient avec les universitaires nigérians, de l'université Ibadan, les universités du Caire en Égypte. Nous étions le premier en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes au bas de l'échelle. Quand un étudiant sort de l'université, il vous rédige une page, c'est indigeste, madame. Moi, j'ai terminé à l'IFASIC en 90. À l'époque, nous étions les meilleurs en Afrique. Nous rivalisions avec les étudiants de CESTI Dakar. Je fais un stage de formation à la radio Côte d'Ivoire. Madame, j'étais très appréciée de loin par rapport à mes collègues qui sont venus de CESTI Dakar, qui n'avaient pas la même formation que moi j'ai reçue. Mais regardez aujourd'hui, l'IFASIC, c'est qu'elle est en train de former. La qualité des journalistes qu'on déverse dans le média. Mais c'est malheureux, c'est regrettable. À qui la faute? À vous, politique. Je vous rétorque la question, c'est à vous. Au gouvernement en place. Madame, je suis au gouvernement, les choses vont changer. L'opposition au gouvernement, les choses vont changer. Nous voulons une nouvelle culture politique dans notre pays. C'est pourquoi je parlais de cesser de nous amener dans le nivellement vers les bas, de cesser de nous amener vers l'extrémisme. Faisons de la politique constructive pour notre pays, parce que c'est ça l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Belle phrase, en tout cas, pour terminer cette émission de Madame Élisée Dimandja. Merci donc à elle d'être passée à la barre, l'expression est consacrée. Merci à vous tous, mes followers sur les réseaux sociaux. Et j'espère que l'émission, nous allons la débattre là-bas, en tout cas sur tous les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique qui a permis à ce que cette émission soit bien visionnée chez vous. Et nous nous retrouverons vraiment avec le même plaisir le dimanche prochain. Et bon début de semaine à tous les journalistes. De journalistes en action. RDV Prix, dimanche prochain, Inch'Allah. Merci.